Donc je laisse tout de suite la parole à Monsieur Bengozi, directeur de recherche CNRS émérite, qui va nous parler maintenant des impacts économiques et sociaux du plan France très haut débit. Pierre-Jean, je vous laisse la parole tout de suite. Oui, merci. Écoutez, d'abord, merci de l'invitation. C'est une belle occasion, à la fois comme régulateur il y a quelques années, et puis aussi en charge de l'évaluation du plan France très haut débit, donc rapport qui a été rendu en début d'année, et dont je pourrais vous laisser d'ailleurs un ou deux exemplaires. Le rapport est en ligne. L'idée, c'est un peu de vous présenter quelques-uns des résultats principaux. Et à partir de là, d'en tirer quelques leçons, en particulier pour le déploiement pour la bascule vers le cuivre. Alors, ce rapport, cette évaluation, elle a été faite à la demande de la Commission européenne au titre de la réglementation des aides d'État, puisqu'une grande partie des financements dans les RIP a été fait sur fonds publics. Et peut-être rappeler l'origine du plan, il y a une dizaine d'années, autour de 2010 en gros, c'est un retard important de la France en matière d'infrastructure. Avec, c'est les cas classiques de ce qu'on appelle du leapfrog, du saut technologique, c'est-à-dire que le plan Terry des années 70 du plan téléphone, le temps du 22 Asnières, a fait qu'on avait un réseau cuivre qui était extrêmement performant à la fin, disons, dans les années 80, et puis donc ce qui a pas forcément incité à anticiper, et donc le réseau vieillissant, on se retrouve à partir des années 2010 avec un problème d'accès, en tout cas, à des infrastructures numériques supportant des débits plus importants, des choses bien connues, et donc avec une sensibilisation qui apparaît dès cette époque-là, et d'une part, des problèmes de débit, et puis surtout des problèmes de fracture numérique qui se font jour très très vite et qu'on va voir grandir à la fois d'ailleurs sur le fixe et sur le mobile. Et donc un rapport qui visait à évaluer 10 ans après le lancement du plan à peu près, à la fois les effets directs qu'avait eu le plan en termes de couverture, d'adoption, les effets indirects. Finalement, c'est bien d'avoir de la couverture, c'est bien d'avoir de la connectivité, mais est-ce que ça sert à quelque chose ? En gros, est-ce que ça sert et dans quelle mesure ça sert au développement économique des territoires, au développement des activités, etc. Et puis le troisième point qu'on a cherché à évaluer, c'est est-ce que finalement la manière dont le plan avait été conçu, les financements adoptés, la gouvernance assurée au niveau national et local, est-ce que c'était une manière pertinente de faire ? Et en particulier avec la phase du Covid qui était exactement pendant la période d'évaluation, on a profité pour regarder également dans quelle mesure les territoires fibrés avaient plus ou moins bien réagi en tout cas mieux réagi à l'apparition du Covid et au confinement qui s'en est suivi. Alors, quelques peut-être points de spécificité importants à rappeler sur la situation de la France, c'est que la France a cette caractéristique d'être une des populations les plus rurales en Europe, derrière avec un taux assez important et une organisation spécifique qui est très particulière. Beaucoup de communes rurales et un pourcentage de population plus faible que dans ces communes rurales par rapport aux communes urbaines, c'est normal, mais ce qui explique en gros des spécificités par rapport aux manières dont le très haut débit a pu se développer dans les autres territoires. Autre spécificité également, c'est qu'on a également des territoires ultramarins à couvrir. On pourra en reparler éventuellement si vous avez des questions là-dessus. Et donc un plan, sans revenir, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent très bien la situation, qui s'est organisée avec une architecture finalement découplant des zones privées et des zones publiques, à la fois avec des modes de régulation différents, concurrence par les infrastructures dans les villes, dans les zones urbaines, très denses, mutualisation dans les zones intermédiaires, autour des zones AMI, puis étendues ensuite dans les AMEL, et puis des zones moins denses, donc qui ont fait l'objet de zones d'initiative publique. Les chiffres importants, c'est que à la fois 57% de la population
dans les zones privées et 43% de la population dans les zones publiques. Et avec finalement un effet de l'investissement public, on y reviendra tout à l'heure, qui a permis aussi d'amener des financements privés et qui n'a pas été uniquement, des développements qui n'ont pas été uniquement faits sur fonds publics, mais donc 43% de la population pour à peu près 90% du territoire. Donc une situation qui est effectivement, qui renvoie à la spécificité que j'évoquais tout à l'heure. Les résultats en termes de déploiement, alors sur le très haut débit, ça passe simplement sur la fibre, mais on voit bien que dans la perspective du cuivre, ça a été évoqué tout à l'heure, on n'est pas... Vous pouvez mettre les slides en plein écran. Alors, je pense qu'il faut augmenter le zoom plutôt, oui. Le problème, c'est que... Ouais. Voilà, ça sera un peu plus visible et vous n'aurez pas les menus annexes. Donc, les technologies qui sont... Alors, le rapport a été rendu début 2023, donc les chiffres ont été arrêtés en 2022. Donc, des objectifs en termes de couverture du très haut débit qui ont été atteints, mais des inégalités qui subsistent entre les territoires, notamment parce que si une grande partie de la couverture se fait sur la fibre, effectivement, la 4G fixe, le satellite, le THD radio, etc., ont été indispensables pour pouvoir offrir le 100% de THD. À date. Donc, avec des locaux pour lesquels, là on voit bien 2% des locaux éligibles au THD, pour 2% des locaux, c'est le THD radio qui est la technologie la plus importante, mais en même temps, une augmentation du nombre des locaux raccordables à la fibre, c'est des chiffres que tout le monde connaît, avec une croissance très très régulière et notamment sur la dernière période, une croissance y compris dans les zones, qui est notamment portée par les zones les moins denses. Alors le niveau d'adoption de la fibre, c'est intéressant parce que là déjà on nuance un peu le résultat, on a une couverture qui se fait quasiment, des niveaux d'adoption par contre qui restent très bons sur la France par rapport aux autres pays, et notamment l'effet de rattrapage que j'avais évoqué au tout début en disant le grand retard qu'avait la France au début des années 2010. En fait, aujourd'hui, on est plutôt dans le peloton de tête. On est dans le peloton de tête, je veux dire comme ça, à la fois en Europe et puis plus largement dans le monde, hein, même si le niveau de pays comme la Corée est bien entendu encore loin devant. Mais on a, avec un bon niveau d'adoption de la fibre, 31,5 millions d'abonnés à Internet en France, à peu près la moitié avec un abonnement à la fibre, fin 2022, et 18,5 millions d'abonnés à une offre très haut débit, donc en comptant les autres technologies. Par contre, le point noir, en tout cas le point grisé, on va le dire comme ça, c'est que cette forte proportion d'abonnements, de souscriptions sur le grand public, elle ne se retrouve pas forcément au même niveau dans le marché entreprise, d'une façon un peu paradoxale. D'une part, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que les entreprises soient le plus incitées à aller vers des technologies plus puissantes, etc. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on observe, mais c'est un peu le même type de problème que ce qu'on observe dans la 5G, avec finalement un retard dans la numérisation, alors, qui peut s'expliquer à la fois par la complexité des offres entreprises, qui ne sont pas forcément aussi simples à prendre en compte que les offres grand public, ou à souscrire sur les abonnements grand public, qui sont très standardisés. Et d'autre part, par le fait que finalement la transformation le passage à la fibre et donc la numérisation plus largement suppose une transformation des process et donc des coûts cachés, on va le dire comme ça, qui sont plus importantes que simplement la bascule d'une technologie sur l'autre. On l'a vu un peu, ces questions ébauchées sur la table ronde précédente, et notamment y compris en termes de type de qualité de service, d'offres particulières qui peuvent être offertes. Et donc finalement, avec une faible connectivité en pourcentage des entreprises, en particulier, notamment par rapport au grand public. Alors, pour la bascule vers le cuivre, mais Bertrand en a parlé tout à l'heure,
quelques chiffres qui sont importants quand même à souligner. Dans le nombre de locaux concernés, le nombre de lignes actives, les poteaux, etc. Donc on voit qu'on a une taille de l'infrastructure qui est très très large, et avec des questions qui tiennent au fait que aujourd'hui, au niveau de la fibre, sur fin 2022, l'essentiel de l'effort est fait sur les zones privées. Donc il reste encore beaucoup à faire dans les zones publiques, où les technologies complémentaires sont importantes, certains d'entre vous l'ont rappelé. Alors, on est en tête par rapport aux autres pays. Dans les zones rurales, on est à 50% des zones riches couvertes, alors que c'est 30% en moyenne au niveau de l'Europe. Mais en même temps, donc, un effort qui reste quand même très, 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 très substantiel pour arriver à la bascule complète fin 2030. Alors, si je reviens sur le résultat du plan très haut débit, ce qu'on a pu observer en termes d'effets directs, qu'est-ce que ça crée comme effet économique, la connectivité, d'une part que le passage à la fibre, je vous passe sur les détails de méthode, mais qu'en fait ça s'accompagne de la hausse de la création du nombre d'établissements industriels sur un territoire. Ça s'accompagne aussi par un rajeunissement des populations. Alors, je dois dire que ces chiffres-là sont des chiffres faibles en pourcentage, mais parce que entre le début du plan très haut débit, l'arrivée de la fibre et les effets observables, on voit bien qu'il y a eu un temps de réponse. Donc on observe des signaux faibles, mais ces signaux faibles indiquent quand même ces dynamiques qui se mettent en place. Donc développement de l'activité économique industrielle, rajeunissement de la population, et pour les entreprises, une augmentation de la valeur ajoutée générée, et une augmentation de l'emploi du secteur privé marchand sur les zones qui sont connectées à la fibre. Et c'est des résultats favorables qu'on a trouvé confortés quand on a regardé la manière dont les différents territoires avaient réagi à la période de confinement et à la crise sanitaire. Et ce qu'on observe, c'est en fait une plus grande résilience des territoires qui étaient les mieux connectés au choc des confinements. Donc avec une moindre baisse du nombre d'entreprises. C'est-à-dire qu'en gros, le nombre de faillites a été moins important dans les zones où il y avait du très haut débit que dans les autres, et un moins recours au chômage partiel, et une dynamique de l'immobilier qui était plus favorable sur ces territoires. En termes d'usage, les résultats sont plus contrastés. Ce qu'on a observé, c'est que finalement, dans les entreprises, l'adoption de la fibre était associée à l'augmentation de la part des salariés qui utilisent un ordinateur. Bon, c'est presque une banalité de le voir, de la part des salariés en télétravail, et d'usages avancés tels que le cloud, etc. Par contre, on n'a pas observé d'effet de la connectivité sur les capacités d'innovation, par exemple. Par contre, ce qui est important, c'est que l'arrivée de la connexion au très débit n'est pas suffisant pour susciter une transformation des pratiques. En fait, ce qu'on a observé en termes d'usage, c'est que c'est plus une accumulation d'usages, une intensification des usages existants, que l'arrivée de nouveaux usages disruptifs que provoque le très débit. Et en fait, on voit bien que il ne suffit pas simplement de mettre le réseau à disposition. Ce qui est important, c'est l'ensemble d'un écosystème facilitateur de sociétés comme les vôtres, d'opérateurs, d'OI, etc., qui va permettre finalement d'offrir et d'accompagner les entreprises dans cette transformation. Et on voit bien que le plan très haut débit qui visait à développer une infrastructure n'a pas forcément mis les efforts au même niveau sur cette dynamique d'accompagnement. Et donc, alors ça n'empêche pas que le système de montrer son efficacité, pas rentrer sur les détails lui-même, est en fait une efficacité économique du plan, puisque finalement, quand on regarde les périodes de développement, ce qu'on s'aperçoit, c'est les objectifs ont été atteints, 2, ils ont été atteints dans les délais, et 3, ils ont été atteints sans que l'enveloppe budgétaire envisagée au départ n'ait été débordée. Il n'y a pas forcément beaucoup de projets publics qui, en tout cas, ont pu répondre à ces 3 critères en même temps. Pensez au JO, par exemple, ou à d'autres projets, y compris de PPP.
Donc ça, c'est les aspects importants. Alors, les causes de succès, ils ont été aussi soulignés déjà depuis ce matin. Les causes du succès, ça a été d'une part la capacité de construire une vision commune sur l'objectif, une vision partagée entre les opérateurs, entre le public, entre les collectivités, entre les utilisateurs. Deuxième point important, ça a été la capacité d'avoir une continuité des actions engagées sur une douzaine d'années, alors que les gens ont changé, y compris les responsables politiques ont changé au niveau local, au niveau national, etc. Mais on a eu une continuité au-delà des positions partisanes et du turnover un peu naturel finalement des managers. Troisième point, ça a été les partenariats et l'animation de l'écosystème. La force du plan, ça a été de ne pas être un plan qui s'impose top-down, mais un plan organisé autour de trois pôles. L'État, dans ses représentants, le gouvernement, le régulateur, les collectivités locales, deuxième pôle, et puis les acteurs privés, les opérateurs et OIOC notamment. Et donc c'est cette capacité finalement de partenariat à trois pôles qui a permis aussi qui a été un des facteurs de succès. Et puis le dernier point, c'était une régulation multiniveau, c'est-à-dire à la fois une régulation qui fixe des objectifs nationaux, mais qui puisse se décliner de manière spécifique et adaptable au niveau local. Alors, bon, ça veut dire que les résumés, je l'ai dit, les objectifs ont été atteints. On dispose maintenant d'un réseau fibre alors, qui est quasiment complet. Alors, entre le quasiment et le totalement complet, la marche n'est pas si négligeable que ça. Mais en tout cas, on dispose d'un réseau fibre. On a des difficultés d'opérationnalisation qu'on voit se concrétiser dans la dialectique des plats de spaghettis qu'on évoque, ou dans les difficultés que peuvent avoir certains locaux très isolés, que ce soit des entreprises ou des habitations. Des financements publics qui sont restés dans les enveloppes, des opérateurs privés qui ont été impliqués et qui sont impliqués pas simplement dans les zones privées, mais également dans les zones publiques, qui ne pourraient pas fonctionner sans ces acteurs privés, qui permettaient d'ailleurs de réduire les risques pour les collectivités, et des RIP qui ont pu s'adapter, et des résiliences, et en tout cas un avenir des réseaux à penser encore. Enfin, c'est toute la dialectique de la transformation à la fois de la sécurité des réseaux, mais également du vieillissement d'un certain nombre d'éléments de génie civil. Alors aujourd'hui, sur la bascule du cuivre, en fait, la difficulté, c'est peut-être d'appliquer les 4 facteurs de succès que j'évoquais tout à l'heure, continuité, partenariat, adaptabilité, etc., aux différents enjeux opérationnels que pose la bascule du cuivre, qui ne sont pas simplement je passe de l'un à l'autre, mais qui sont à la fois des questions d'assurer la complétude de la fibre, parce que, effectivement, sinon on va laisser beaucoup de gens au bord du chemin, assurer la qualité et la fiabilité du réseau fibre dans ces débits, on parlait tout à l'heure des problèmes de rétablissement en cas de coupure, etc. Rendre ce réseau abordable pour les utilisateurs. Abordable, ça veut dire que le coût de passer à la nouvelle technologie soit raisonnable. Le coût, c'est à la fois la transformation qu'on peut avoir dans les pratiques, j'en parlais pour les entreprises, mais également pour le dernier kilomètre à construire, qui a en charge le kilomètre si les locaux sont éloignés du point de branchement. Comment assurer la concurrence sur ces réseaux? Encore un quatrième point un peu différent, aux différents niveaux, à la fois sur la fourniture de l'infrastructure, mais aussi sur les services ou sur l'accompagnement. Avoir des enjeux économiques, savoir connaître ces enjeux économiques. Quelles sont les incitations à accélérer la bascule? On en a parlé tout à l'heure dans la table ronde. Comment financer la fin du cuivre? Et qui finance la fin du cuivre, etc. Si vous regardez l'actualité et les débats, on voit que c'est un sujet qui pose en tout cas des difficultés, ou en tout cas sur lesquelles naturellement les différents opérateurs n'ont pas exactement la même position. Dire comme ça. Ensuite, le transfert et la résilience des services existants. La bascule, elle n'est pas forcément je change une prise par une autre, mais on a des contraintes qui sont particulières, notamment pour tout ce qui concerne l'Internet des objets. Et puis le contrôle de l'opérationnel, par contre du démantèlement,
la prévention, la fermeture totale, etc. On en a parlé tout à l'heure dans la première table ronde. Mais on voit bien que tous ces enjeux-là, ça va être la conclusion, sont des enjeux qui sont de nature chacun très spécifique et qui supposent, là aussi, un peu comme on l'a fait et comme on l'a vu sur le plan, sur le déploiement du très haut débit, une vision collective, partagée, et une forme de partenariat entre les différents acteurs. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, pour moi en tout cas, le plus grand enjeu auquel on se trouve confronté. Voilà, et ça sera mon dernier point. Il y a une question. Juste en termes de plan de communication, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites de façon institutionnelle ou pas? Parce qu'on en entend, en tout cas sur le grand public, on entend parler, mais sur tout ce qui est entreprise, etc. On n'a pas forcément une grosse visibilité et une grosse communication institutionnelle. Est-ce que parmi le plan, mais tout à l'heure je voulais poser la question aussi aux acteurs, effectivement au niveau opérateur et autres, est-ce qu'il y a des plans de communication qui vont être faits de façon massive au niveau des entreprises et des collectivités? Alors moi, je suis peu aux affaires. Enfin, je suis plus en responsabilité, on va dire comme ça. Donc, j'ai pas. Bon, je pense que le niveau de la mission entre débit et de la DGO, il y aura sans doute des actions. Moi, j'en ai pas entendu parler. Je pense que un des problèmes, que je trouve globalement, c'est que sur ces aspects de communication, le marché entreprise est quand même le parent pauvre des actions, et y compris d'ailleurs dans ce que fait le régulateur. Enfin, écoute, moi je me suis beaucoup battu quand j'étais au collège de l'ARCEP pour remettre un peu à l'agenda. Ça représente à peu près un tiers quand même du volume des revenus des opérateurs, marché entreprise, etc. Enfin, au sens large du terme, y compris le marché de gros. Mais par contre, en termes de régulation, c'est quasiment 10% du temps passé par rapport au grand public, au marché grand public, qui est plus visible, qui est plus simple aussi à traiter. Et le problème du sur-mesure qu'appelle finalement le marché entreprise rend aussi difficile l'édiction d'un cadre global. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je pense que les entreprises ne sont pas forcément non plus, comme je disais tout à l'heure, très pushy sur la numérisation. J'avais fait quand j'étais à l'ARCEP, donc je m'étais occupé à la fois de la 5G et de ces relations-là. Quand j'avais fait discuter avec des responsables, etc., il y a quand même des réactions qui font dresser les cheveux sur la selle quant au côté très précautionneux, on va le dire comme ça, d'un certain nombre de grands acteurs industriels. Alors pour des raisons qui peuvent se comprendre, on ne parle pas de risque, etc., mais en fait qui freinent et qui n'incitent pas non plus les régulateurs à aller plus vite que ce que demandent les entreprises. On est finalement souvent obligé d'être pushy sur ces actions-là, y compris avec les grandes associations professionnelles, pour essayer de porter des projets en avant. Nous, on avait monté un petit livret sur l'accompagnement, comment choisir ses offres, comment sélectionner ses opérateurs, etc. Mais parce que, notamment sur les PME, mais je pense que c'est des choses que vous connaissez très bien, les acteurs industriels ou les responsables d'entreprise ne sont pas forcément très, très à l'aise ou très au courant de savoir qu'est-ce qu'on vend, etc. D'où l'importance d'avoir des acteurs qui soient justement, je parlais de l'écosystème tout à l'heure, une couche qui permette d'accompagner et de permettre un peu cette bascule-là. Mais alors, ceci sur la communication, je n'ai pas plus d'informations que ça. En tout cas, merci de votre attention.